Quel délice! Je vous suggère fortement d'essayer ces recettes-là à la maison. On s'est régalé. Et aussi, afin de bien accompagner ces délicieuses tartes, nous retrouvons maintenant Olivier Nolot, notre sommelier, qui nous fait ses suggestions de vin pour bien célébrer la Saint-Valentin. Alors, dans le spécial Noël d'il y a quelques semaines, nous avons reçu Olivier Nolot. En fait, Olivier Nolot nous a reçus chez lui, sommelier de formation au gîte Les Mérillons, pour nous faire une chronique accords mets et vins pour les plats traditionnels de Noël. On a beaucoup aimé la formule, donc on a eu envie de la reprendre pour la Saint-Valentin. Donc, bonjour Olivier, nous voilà de retour. Merci encore une fois de nous accueillir chez toi. Donc, cette semaine, pour la Saint-Valentin, tu vas nous proposer des vins qui s'accordent bien avec le chocolat. Oui, c'est des vins rouges avec les chocolats qui font vraiment un très, très bel assemblage. Donc ici, complètement à notre droite, on a un Pinot de Charente vieilli de 5 ans, Pinot Charente rouge. Donc le principe du Pinot Charente, c'est un vin qui est muté. Donc on arrête la fermentation alcoolique pour avoir un taux de sucre relativement élevé et ça donne un vin sucré. Et c'est un vin qui est coupé, donc pour arrêter la fermentation, c'est un vin qui est coupé avec du cognac. OK. À cause de sa région géographique, qui est la Charente, l'alcool origine de cette région-là, c'est le cognac. Donc c'est un vin rouge, mais c'est pas fort comme du cognac. Là, ça ressemble un peu au niveau pourcentage d'alcool à du Porto, mais c'est beaucoup plus, je dirais, c'est beaucoup plus fin comme. Okay. Comme vin. Très, très bien avec du chocolat. Est-ce qu'il y a beaucoup, excuse-moi, de variétés de Pinot de Charente dans le rouge? Dans le rouge, il n'y en a pas beaucoup. Non. Il y en a beaucoup plus dans le blanc, oui. Okay. Ouais. Le blanc, Pinot Charente blanc, pour aller très bien avec le dessert qu'on vous a proposé avec la tarte aux framboises. À la limite, ça pourrait aller avec ça. Le deuxième vin est un vin américain qui vient de l'Oregon, c'est la vallée Columbia, c'est École 41 avec le cépage qui est du Merlot. C'est un très bon vin aussi qui va aller avec le chocolat. Il n'est pas du tout sucré, il a un pourcentage d'alcool quand même assez élevé, 14,5. Okay. Mais c'est un vin qui va très très bien aller avec le chocolat. Un vin aussi plus fin que ce qu'on a l'habitude de découvrir dans la Californie, les vins californiens. Est-ce qu'on parle de chocolat plus amer, plus noir? Moi, quand je vous parle de chocolat, je vous parle vraiment les chocolats noirs. OK, ouais, parfait. Tout à fait. Le troisième vin est un Amarone. Un Amarone, c'est un vin, c'est une spécialité italienne. Amarone, c'est le principe, c'est qu'on cueille les grappes de raisin au mois de septembre et on va les laisser sécher pour retirer le plus d'eau possible dans les raisins. Il y a entre 30 et 40% de l'eau qui disparaît des raisins, ce qui leur donne beaucoup plus de sucré et de tanin. Donc, c'est des vins qui vont très bien aller avec les desserts et entre autres les desserts au chocolat. C'est vraiment très bien. C'est des vins un petit peu plus haut de gamme, les Amarones, donc un petit peu plus chers, mais ça vaut la peine d'investir dans ces vins-là. Et c'est des vins aussi qui peuvent se garder plusieurs années, donc ça vaut la peine. Vieillissent bien. Ouais. Ah, super. Le quatrième vin, je vous l'ai présenté aussi à Noël, mais avec le chocolat, c'est un immanquable, c'est les Banyuls. Donc, c'est celui-ci, on le retrouve aussi à la SAQ. C'est 4 produits qu'on retrouve à la SAQ de Gaspé. C'est un très, très beau produit, très fin aussi. Je vous dirais qui ressemble à 2 gouttes d'eau à des Portos, beaucoup moins cher et plus subtil qu'un Porto. Mais juste avec des pépites de chocolat, là, c'est extraordinaire comme vin. Et l'avantage par rapport aux autres, c'est que c'est un petit format. Donc, la modération a meilleur goût. Est-ce que c'est des vins que vous suggérez aussi en apéritif? Le Château Bollon, le Pinot Charente peut très bien aller en apéritif. Les autres, je vous dirais, même le Château Bollon. Moi, j'évite de recommander les vins sucrés en apéritif. Hein, ça beurre le palais, puis à ce moment-là, on perd tout le goût pour ce qui va les succéder. Donc, c'est un peu dommage. Là, tu fais un bon repas et puis tu as tout en bouche et juste en apéro. C'est pas très, très sympathique. Donc, plus soit en dessert ou carrément en digestif pour les deux extrémités, le Banyuls, Pinot Charente. Les deux autres peuvent aller avec de nombreux plats. Là. École 41, Merlot, avec un bon steak, là, ça irait très, très bien. Okay. Donc, mais avec le chocolat, là, c'est des accords vraiment parfaits, mais qui peuvent aller aussi avec d'autres choses. L'Amarone, c'est vraiment un très, très beau produit. C'est lui qui est le plus cher dans les 4, mais ça vaut la peine
d'investir dans ce type de vin-là. Faire cet essai-là. Oui. Excellent. Bien, merci beaucoup, Olivier. Bienvenue. Et puis, bonne Saint-Valentin à tous et on vous invite à aller découvrir ces beaux produits-là à la SAQ de Gaspé. Merci. Bienvenue. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, ça commence à me donner l'eau à la bouche, tout ça. Donc, on va passer à autre chose. Allons rencontrer notre invité cette semaine. Alors, notre invitée cette semaine s'appelle Mia Larochelle. C'est la porte-parole, en fait, d'un nouveau groupe, nouveau collectif de femmes qui s'appelle Accès Sage-Femme, qui va nous parler un peu de leur mission et de leur projet. Donc, bonjour Mia. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, merci. Merci d'être là avec nous. Donc, qu'est-ce que Accès Sage-Femme? Bon, Accès Sage-Femme est né du besoin de plusieurs femmes de la région d'accoucher avec des sages-femmes et d'accoucher à la maison. On a un peu tous la même vision de l'accouchement. On voit ça comme un phénomène naturel, physiologique, normal, empreint de signification profonde pour les femmes, pour les familles, les couples. Et puis, on s'est donné comme mission de rendre accessible le service sage-femme dans la MRC Côte-de-Gaspé. OK. Donc, vous êtes combien de femmes en tout? Bien, on peut même dire qu'on est des femmes et des hommes. OK, maintenant. ah oui! Oui, on est une bonne quinzaine de femmes. Et il y a l'homme de la situation qui s'est joint à nous dernièrement, qu'on apprécie beaucoup, oui. Mais là, on a toujours une idée assez ancienne des sages-femmes. Ça a sûrement évolué avec tout le reste dans les dernières années. Toi, t'as eu une petite fille et tu t'es fait accoucher par une sage-femme. Oui, absolument. Donc, comment ça fonctionne maintenant? Ben, bon, les sages-femmes sont des professionnels de la santé qui travaillent au sein d'un ordre professionnel. Elles graduent au terme de 4 années et demie d'études à l'université. Donc, c'est un très long baccalauréat. En termes de crédit universitaire, c'est presque l'équivalent d'une maîtrise, okay. Où il y a énormément de stages pratiques. Donc, en maison de naissance, des stages aussi où les sages-femmes vont suivre des accouchements à la maison. Elles peuvent aller aussi à l'extérieur, par exemple en Afrique, pendant 3 mois, elles suivent les accouchements là-bas. Donc, elles terminent leur étude avec beaucoup d'expérience pratique. Ensuite, lors d'un suivi, eh bien, la sage-femme va être la responsable du suivi de la femme enceinte dès la conception jusqu'à l'accouchement. Donc, à l'accouchement, c'est la sage-femme qui va être là, assistée d'une autre sage-femme et d'une aide natale. Et puis, elle va suivre aussi le bébé en postnatal. Donc, elle va aller à la maison voir le bébé dans sa famille. Et elle demeure disponible à la famille durant toute la première année de l'enfant pour répondre aux questions. Donc, on peut l'appeler en tout temps. C'est très cadré, là. Oui, absolument. Ah, okay. Oui. Puis, c'est un suivi qui est personnalisé. On rencontre notre sage-femme à chaque mois. Elle nous réserve une plage horaire d'1 heure, mais bon, moi, ça s'est déjà étendu à 2 heures. Une journée où j'avais particulièrement besoin de parler. Puis la sage-femme travaille très fort à créer un lien de confiance, à pouvoir contacter le vécu de la personne, à saisir vraiment quelles sont ses valeurs, quels sont ses désirs face à l'accouchement, ce qui va permettre, parce qu'il faut dire que quand on décide d'accoucher avec une sage-femme, on choisit d'accoucher naturellement. Donc, en maison de naissance ou à la maison, bien, on n'a pas accès à l'épidurale. Okay. Donc, on peut se préparer à ça. Puis, le climat d'intimité et de confiance qui va régner lors de l'accouchement va faire qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que l'accouchement puisse se dérouler normalement. OK. Et là, votre objectif, c'est d'ouvrir une maison de sage-femme ou de développer les sages-femmes ici en Gaspésie? Oui. Est-ce qu'il y a déjà des effectifs ou... Non. Il y a une maison de naissance, la maison Colette-Julien, à Montjoly. OK. Donc, si je ne me trompe pas, ils vont suivre les femmes jusqu'à Matane. Il y a un projet, il y a un projet homologue dans la baie des Chaleurs. Okay. Donc, le collectif Accès Sage-Femme baie des Chaleurs existe depuis déjà 4 ans, si je ne me trompe pas. Okay. Et ils sont très avancés dans leur démarche, en ce sens qu'ils ont déjà recueilli 2000 pétitions.
2000 signatures de pétition. Ils ont fait leur demande officielle au C3S. L'étude de faisabilité a été déposée. Elle est sous révision. Et le 22 mars, le verdict sera émis, à savoir si on poursuit l'aventure, puis si on instaure le service sage-femme dans la baie des Chaleurs. OK. Ah, quand même. Et là, vous avez rencontré récemment Yves Bolduc, le ministre de la Santé. Oui. Et il semblait assez favorable à cette idée-là. Oui, mais absolument. Donc, le ministre de la Santé, lui, ses deux priorités sont la fin de la vie et le début de la vie. Et pour ce qui est du début de la vie, il met ses énergies particulièrement sur l'ouverture des maisons de naissance. Et il a dit que dans toutes les régions où les femmes en feraient la demande, le service sage-femme devra être rendu disponible. Ah ouais, oui, OK. Donc oui, il nous appuie et il est très heureux de voir que la population embarque et que les médecins du C3S sont très ouverts au projet. OK. Hey, c'est vraiment intéressant. Oui. Là, vous avez aussi fait plusieurs activités. Vous continuez à faire plusieurs activités pour promouvoir ce projet-là. Vous aviez une pétition, justement, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est toujours effectif? Est-ce qu'on peut toujours aller la signer? Absolument. Elle est dans plusieurs des commerces de la ville. Elle est aussi disponible sur Internet. Okay. Donc, sur notre site Facebook, vous n'avez qu'à inscrire Accès Sage-Femme Côte-de-Gaspé et vous pourrez signer la pétition. Okay. Elle a été lancée à la mi-décembre et on en est déjà à plus de 500 noms. Donc, ça va bien, puis on a un beau support de la population. Vous êtes positive. Ah oui, absolument. Et positif. Oui. Et vous avez votre premier grand événement le 16 février. Donc. Oui, exactement. Donc, c'est le lancement officiel du collectif. Okay. Donc, ce sera au café étudiant du Cégep. Chez Oscar. Exactement. Okay. À 19h, le 16 février. Il y aura des témoignages, discussions, et on présentera le film Le Premier Cri, qui est un documentaire qui fait un portrait de la naissance à travers le monde. Donc, on a une vision très anthropologique de la naissance et c'est intéressant, le réalisateur utilise l'accouchement au naturel comme base de réflexion sur l'écologie, sur nos modes de vie, sur nos façons d'élever nos enfants. Okay. Donc, c'est un beau film à voir. Bon, ben c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir informés de votre collectif un peu plus. Je vous souhaite bonne chance dans vos développements. On est tout avec vous. Je pense que c'est un très beau projet. Merci. Et donc, c'est un rendez-vous jeudi le 16 février dès 19h au café chez Oscar du Cégep de la Gaspésie et des Îles pour leur premier grand événement, si vous voulez en savoir un petit peu plus et rencontrer les personnes y participant. Merci, Mia. Merci, ça passe une très belle journée. Merci, toi et à aussi. Bientôt. Merci. Des capsules ponctuelles effectuées avec la Caisse populaire des Jardins des Hauts-Forts et la Caisse populaire des Jardins de la baie de Gaspé. Février correspond à la période des REER, donc nous avons rencontré Madame Rachel Bernier, planificateur financier à la Caisse populaire des Jardins de la baie de Gaspé, afin d'en savoir plus sur la cotisation aux REER. Alors, bonjour, Madame Bernier. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va parler REER. Donc, c'est quoi exactement un REER? Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite, qu'on appelle couramment le REER. C'est un mode d'épargne qui permet de se constituer un fonds pour la retraite, donc pour compléter nos sources de revenus à la retraite. C'est un programme qui est régi par le gouvernement, puis j'oserais dire que c'est probablement la meilleure façon de se constituer un capital pour la retraite. Et pourquoi, moi, est-ce que je pourrais avoir envie d'investir dans un REER? Pourquoi? Parce que, premièrement, le REER, comme je te disais, c'est vraiment pour ta retraite. Si tu te fies seulement aux revenus qui vont venir du gouvernement, ce sera probablement pas suffisant pour combler tes besoins à la retraite. Donc, le REER, à ce moment-là, fait office de placement pour combler ce besoin-là. Il y a deux grands avantages. Le premier, c'est que ça vient réduire ton revenu imposable. Donc, tout montant que tu investis dans ton REER va te permettre souvent d'avoir une économie d'impôt à ce niveau-là. Comme par exemple, si je gagne 100 000 $ par année, j'investis 10 000 $ dans mon REER, donc je suis imposée sur 90 000 plutôt que sur 100 000 $. Tout à fait, tout à fait. Il y a un deuxième grand avantage aussi qui est que les revenus qui sont produits par le REER ne sont pas imposables. Donc, c'est à l'abri de l'impôt jusqu'au moment où tu vas les retirer.
OK. Puis à ce moment-là, il y aura des stratégies. C'est ça. À ce moment-là, quand vient le moment du retrait, on regarde avec les personnes comment on peut établir des stratégies qui vont faire que ça va être efficace et avantageux pour savoir comment bien faire les retraits. OK, parfait. Et qui est admissible? Qui peut cotiser à un REER? Toute personne qui est âgée de 71 ans et moins, OK. qui a un revenu gagné au Canada, même s'il n'est pas résident ici, peut contribuer au REER. OK. Dès qu'on a un revenu qui est admissible au cours de l'année précédant les cotisations, jusqu'à son 71e anniversaire, on peut contribuer. OK. Puis il n'y a pas d'âge minimum? Je pourrais avoir... Si tu as un revenu gagné admissible, tu peux faire des cotisations à ton REER. OK. Quand on parle d'admissible, c'est vraiment un revenu gagné au Canada. Exactement. OK. Et comment je peux cotiser dans ce cas-là à mon REER? Comment tu peux contribuer à ton REER? C'est-à-dire que le montant, c'est un montant qui est établi par le gouvernement, d'accord? Donc là, il faut distinguer à savoir est-ce que tu as un fonds de pension avec ton employeur ou non. Le premier cas, si tu n'as pas de fonds de pension avec ton employeur, ça va être calculé avec 18 % de ton revenu gagné de l'année précédente. OK. Jusqu'à un plafond. Pour 2011, le plafond est de 22 450. Pour 2012, il passe à 22 970. OK. Si tu possèdes un fonds de pension avec ton employeur, ça va être toujours ce même 18 %-là, mais duquel on va déduire un facteur d'équivalence qui est calculé selon la contribution que tu fais au régime de l'employeur. D'accord? OK. Ça a été établi pour qu'il y ait une certaine égalité dans ce que les gens peuvent contribuer au REER. D'accord? C'est-à-dire que si tu es travailleur autonome, tu n'as pas de fonds de pension avec ton employeur, tu peux contribuer jusqu'à un maximum 18 % de ton revenu. Si on faisait la même chose avec ceux qui ont un fonds de pension, ça deviendrait inéquitable. OK. Et puis, qu'est-ce qui arrive si y a des REER que j'ai pas pu cotiser pendant une année? Si tu n'as pas pu cotiser à tes REER, depuis 1991, ça devient des cotisations inutilisées, d'accord? Donc, tu peux reporter ces droits-là. Tu ne les perds pas, ils se cumulent d'année en année. Donc, tu peux décider, quand tu as un certain droit qui se cumule à chaque année. Exemple, si tu gagnes 100 000 $ cette année, tu vas avoir 18 % de ce revenu-là, si tu n'as pas de fonds de pension. Si tu peux pas le faire au maximum, exemple, si tu peux cotiser seulement 10 000, bien, il y a un 8 000 $ qui va demeurer en banque pour les années subséquentes. OK, donc c'est vraiment mon maximum à moi et c'est pas le plafond dont on parlait. C'est toujours selon ton revenu à toi. D'accord? Le plafond, c'est un plafond général, c'est une règle de base établie, mais toi, comme individu, tu as tes maximums à toi qui ne doivent pas dépasser les plafonds établis par le gouvernement. OK. Excellent. Il y a aussi, si tu veux connaître ces montants-là que tu peux contribuer, d'accord? C'est que tu peux le faire, tu regardes au niveau du dernier avis de cotisation que l'Agence Revenu du Canada te fait parvenir. Okay. Il va y avoir une rubrique qui est état maximum déductible au titre des REER et là, tu vois le montant maximum que tu peux contribuer à ton REER pour l'année. Okay. Si tu n'as pas cet avis-là, tu peux aussi rejoindre l'Agence du Revenu du Canada. Il y a un numéro 1-800, c'est le 1-800-267-69-99 ou visiter le site là, de l'Agence Revenu du Canada. Et là, tu peux avoir le montant maximum. OK. Puis le site de l'agence, c'est... le cra-arc.gc.ca. C'est dans la rubrique Mon dossier. Donc, là, on est dans la période de REER en ce moment-ci. C'est quoi les dates à retenir, là, les dates... C'est ça, on dit souvent que c'est la période REER actuellement, sauf que la période, exemple pour l'année 2011, tu peux contribuer du 1er janvier au 31 décembre de l'année et tu as aussi la possibilité des 60 premiers jours de l'année suivante, d'accord, pour pouvoir déduire de l'année précédente. 2011, 1er janvier au 31 décembre 2011, plus 1er janvier au 29 février 2012. On est une année bissextile, donc ça constitue les 60 premiers jours de l'année suivante qui permet de déduire pour 2011. Donc, supposons, moi, je voudrais cotiser là, il faudrait que je le fasse... faut que je le fasse après le 1er février. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit déductible pour ton année 2011, il faut que tu le fasses avant le 29 février de cette année. D'accord? Sinon, ça va être déductible pour ton année 2012. Au 31 décembre. Exactement. Et là, dans le fond, les 60 premiers jours de cette année, tu as toujours le choix de savoir si tu veux les déduire pour ton année 2011 ou si tu les bases pour ton année 2012. OK. Puis, quand prend fin le régime?
Le régime, ben dans le fond, c'est soit tu as le droit d'avoir un REER jusqu'au 31 décembre de l'année où tu atteins l'âge de 71 ans, ou c'est à ton décès. D'accord? Puis là, on parle du 31 décembre là, où tu atteins l'âge de 71 ans et là, ça ne se termine pas complètement à ce moment-là. C'est juste qu'on transforme ça dans un fonds enregistré de revenus de retraite parce qu'à partir de ce moment-là, tu es obligé de commencer à faire des retraits. OK. Puis en cas de décès, justement, qu'est-ce qui arrive avec les REER? En cas de décès, ça dépend comment la personne a décidé de répartir ses biens. Ça peut être roulé au conjoint. Si c'est roulé au conjoint, ça va l'être sans impact fiscal. D'accord? Si c'est un conjoint ou à une personne à charge, un enfant mineur à charge, sinon, ça va être imposable au taux de la succession avant d'être remis aux héritiers. Exactement. Puis, est-ce qu'on peut cotiser dans un REER pour notre conjoint? Tout à fait. Le REER, on peut le contribuer à son nom personnel, on peut le contribuer au nom de son époux, de son conjoint de fait. Quand on cotise au nom de son époux, là, ça veut dire qu'on est marié à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, s'il arrive séparation, ça entre dans le partage du patrimoine familial. Je mets par contre un bémol sur les gens qui sont conjoints de fait parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un cadeau. Il n'y a pas de partage du patrimoine familial. Donc, si on est un couple, je contribue au REER pour toi. On n'est pas mariés, on se sépare. Le REER t'appartient. Moi, j'ai plus ces droits-là, puis j'ai plus le montant d'argent non plus. Donc, petit bémol pour les conjoints de fait. Et tandis que si on est marié, on se sépare... Ça va dans le partage du patrimoine familial, donc ça devient à moitié-moitié. OK. Intéressant. Et là, on parle vraiment d'un régime d'épargne retraite. Est-ce qu'il y a d'autres utilités que la retraite? Est-ce qu'on peut cotiser quand même dans un REER si on n'a pas de plan de retraite nécessairement? Bien, c'est-à-dire que tu peux décider de cotiser dans un REER. Souvent, les jeunes, ça peut être un bon moyen pour accéder à la propriété. Il y a le régime d'accession à la propriété qui existe et qui permet à l'achat d'une première résidence de prendre une mise de fonds de 25 000 $ provenant des REER pour accéder à la propriété comme mise de fonds. À ce moment-là, c'est un retrait qui se fait sans impôt et qui doit être remboursé sur 15 ans. Okay. Ça, c'est une première autre utilité que la retraite. Il y a aussi, pour le régime d'encouragement à l'éducation permanente, donc le REEP, ça permet de retirer jusqu'à un montant de 20 000 $ justement pour financer un retour aux études. Et ça, c'est remboursable sur une période de 10 ans. OK. Puis si, supposons, j'ai un projet de voyage ou des projets autres que les études ou une maison, est-ce que ça vaut la peine aussi d'investir dans un REER ou on est mieux de... Bien, le REER, je te dirais que c'est souvent en retraite et tout ça. Si tu viens me voir puis que tu me dis je voudrais partir en voyage et tout ça, peut-être qu'à ce moment-là, comme tu vas devoir retirer cet argent-là à court terme, on va peut-être plus te diriger vers un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, qui va faire que tu n'auras pas d'impôts à payer au moment où tu vas les retirer. Parce que le REER, dans le fond, le gros avantage du REER et pourquoi c'est fiscalement avantageux, c'est qu'au moment où tu investis dans ton REER, tu as un taux d'imposition qui est plus élevé. Tu es sur le marché du travail, revenu plus élevé, tu paies plus d'impôts. Quand tu le retires à la retraite, normalement, tes revenus sont plus bas. Donc, à ce moment-là, tu paies moins d'impôts. C'est ça le gros avantage du REER. Faire une économie d'impôts sur un salaire qui est plus élevé au moment où tu contribues à ton REER et le retirer avec un taux d'impôt qui est plus bas parce que tu as moins de revenus à la retraite. OK. Bien, excellent. Je pense que ça a bien répondu à mes questions. C'est très pertinent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vont être contents d'en apprendre plus sur ces placements-là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et au plaisir d'en rediscuter ensemble. Parfait, merci. Merci.